merci de me faire le plaisir et surtout l'honneur de venir vous parler de ces recommandations. Comme vous le savez, comme l'avait bien montré Thierry Poinard il y a quelques années, la vérité en médecine a une durée de vie très courte. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la pancréatite aiguë, dans lequel, dans les 20 dernières années, on a complètement changé de paradigme à la fois diagnostique et thérapeutique. En caricaturant à peine les choses, il y a 20 ans, tous les malades qui avaient une pancréatite aiguë étaient mis à jeun strict pendant plusieurs jours, avaient une sonde nasogastrique d'aspiration et un cathéter central pour une nutrition parentérale. Les connaissances évoluent, les études randomisées sortent, ceci nécessite une réactualisation permanente des guidelines, des recommandations, et quand ces recommandations sont publiées et qu'elles sont de bonne qualité, il faut les diffuser pour les appliquer, et c'est la raison pour laquelle vous êtes dans cet amphithéâtre et je suis devant vous, car c'est l'essence de la formation médicale continue que de s'adapter aux nouvelles connaissances. L'Association internationale de pancréatologie et l'Association américaine de pancréatologie ont dirigé donc une espèce de conférence de consensus qui s'est tenue à Miami en 2012, qui a abouti à l'édition de 38 recommandations sur 12 sujets. Ça a été publié dans Pancreatology en 2013. C'est un excellent document. Cette conférence a été dirigée par un Hollandais qui s'appelle Mark Besseling, qui est un chirurgien d'un dynamisme absolument exceptionnel. Alors nous allons revoir progressivement différents sujets. Le premier, c'est le diagnostic positif et étiologique. Je vais essayer de ne pas enfoncer de porte ouverte. Est-ce que le scanner est utile pour le diagnostic positif de pancréatite aiguë? Oui, bien sûr, devant une urgence abdominale non étiquetée, le scanner est aujourd'hui l'examen de première ligne. Faites attention, cependant, évidemment, si le malade est déshydraté, si sa fonction rénale est précaire, ce scanner doit être fait sans injection. S'il n'y a pas de doute diagnostique, si la biologie et la clinique sont évidentes, il n'est pas souhaitable, pas utile de faire un scanner en urgence. Je rappelle que non, strictement aucun intérêt, et à l'heure à laquelle on manifeste dans la rue parce que les honoraires ne sont pas suffisants ou que l'on manque de moyens dans les établissements hospitaliers, c'est par ces petites choses qu'on fait de grosses économies. Il est totalement inutile de doser l'amylasémie, ça ne fait que 15 ans qu'on le dit. Le dosage de la lipasémie n'a aucun intérêt chez un malade asymptomatique ou chez un malade qui a des symptômes n'évoquant pas une pancréatite aiguë, en particulier des troubles fonctionnels intestinaux. Le dosage de la lipasémie n'a aucun intérêt à titre de dépistage, il n'a aucun intérêt comme élément de gravité ou de surveillance d'une pancréatite aiguë. En poussant donc le bouchon un tout petit peu loin, la lipasémie ne devrait être dosée qu'une seule fois aux urgences d'un hôpital devant un malade qui a un syndrome abdominal aigu. Et comme le dit l'ami Georges, il n'y a rien besoin d'autre. Que devez-vous faire à l'admission d'un malade pour le bilan étiologique de cette pancréatite aiguë? C'est assez simple, mais il faut le faire. Il faut doser les enzymes hépatiques, en particulier les transaminases, la triglycéridémie, la calcémie. Ce n'est pas la parathormone qui est toxique, c'est la calcémie. Donc ne dosez pas la parathormone si la calcémie est normale. Et enfin, il faut faire aussi rapidement une échographie abdominale pour dépister une lithiase vésiculaire qui peut être la cause de la pancréatite, car cette lithiase vésiculaire peut être induite par un jeûne prolongé. Je vous rappelle qu'au bout d'un mois de nutrition artificielle, 100% des malades ont au minimum un sludge vésiculaire. Et donc vous ne pourrez plus interpréter l'échographie abdominale si vous ne la faites pas immédiatement. La chronologie de ces examens biologiques est essentielle. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un compte-rendu d'hospitalisation plus ou moins bien fait. Il faut voir le dosage des transaminases dans l'heure qui suit l'admission, le dosage de la triglycéridémie très rapidement, car ces anomalies sont très fugaces et au bout de 48 heures après le début des douleurs, ces paramètres biologiques n'ont plus aucune valeur diagnostique pour l'étiologie de la pancréatite aiguë. Au-delà de ce qui est fait à l'admission ou dans les 48 premières heures, qu'est-ce qu'il faut faire pour le bilan étiologique? La pancréato-IRM est absolument essentielle à condition qu'elle soit de bonne qualité pour rechercher une anomalie canalaire. L'échoendoscopie est un examen de troisième ligne
pour éventuellement rattraper le diagnostic de lithiase biliaire quand il n'a pas été fait par l'échographie, en particulier si cette échographie a été faite par un junior. Enfin, il ne faut pas hésiter toujours dans le bilan étiologique à refaire un scanner à distance quand l'inflammation pancréatique a disparu, afin d'analyser finement le parenchyme pancréatique et son environnement. N'oubliez pas de penser aux tumeurs intracanalaires papilles-rémucineuses. C'est une cause prédominante de pancréatite aiguë non alcoolique, non biliaire, après l'âge de 50 ans. Et ceci souligne l'importance d'une très bonne IRM avec des coupes épaisses centrées sur le canal pancréatique principal. Dans la petite image qui est en bas à droite, c'est une image qui est totalement invisible au scanner et qui est la cause de plusieurs pancréatites aiguës chez une femme d'une 50aine d'années. Les causes plus rares, comme disaient nos maîtres, les maladies rares sont exceptionnelles et ces causes rares doivent être cherchées en fonction du contexte, en particulier de l'âge, en fonction de l'imagerie. Chercher par exemple des arguments en faveur d'une pancréatite auto-immune alors qu'il n'y a aucun argument d'imagerie en faveur de ce diagnostic est une faute contre l'esprit. Diagnostic de gravité, là j'ai une nouvelle extrêmement triste à vous annoncer, c'est qu'il faut abandonner le score de Ranson. Le score de Ranson a 35 ans d'âge et il a été évacué par cette conférence de consensus. Il n'est plus considéré comme le gold standard d'évaluation du risque d'évolution sévère d'une pancréatite aiguë. Le seul score qui a été retenu dans cette conférence de consensus est le score du syndrome de réponse inflammatoire systémique, sur lequel je vais revenir. La CRP n'est plus considérée comme un critère de sévérité sévère et cette notion est un apport majeur et doit modifier vos pratiques. Le score 6, il est extrêmement simple à calculer. Pour avoir ce syndrome, il faut avoir 2 ou plus des conditions suivantes, une hypo ou une hyperthermie, une tachycardie, une tachypnée, une PCO2 inférieure à 32, mais ne faites pas des gaz du sang à tous les malades qui arrivent aux urgences, je vous en supplie, une hyper ou une hypoleucocytose, ou alors la présence de formes immatures circulantes représentant plus de 10% des cellules blanches. Vous n'avez pas besoin de calculette pour déterminer ce score, qui est extrêmement simple. Quelle est sa valeur diagnostique? La présence d'un CIRS à l'admission a une sensibilité de 100% pour prédire une évolution sévère, cependant une spécificité simplement de 30%. En ce qui concerne la prédiction de la mortalité, un CIRS transitoire est associé à une mortalité de 8%, un CIRS persistant plus de 48 heures est associé à une mortalité de 25%. La présence d'un CIRS persistant a une excellente valeur prédictive puisque vous voyez que sa sensibilité et sa spécificité pour prédire la mortalité sont de l'ordre de 80-90%. Donc un score extrêmement simple, beaucoup plus simple à retenir que le score de Ranson et encore plus simple que le score Apache. Donc pour prédire la sévérité d'une pancréatite aiguë, il y a 3 axes. Le premier, c'est bien sûr le terrain, la présence de comorbidité, l'index de masse corporelle. L'obésité est un facteur de risque indépendant de sévérité des pancréatites aiguës. La présence d'un CIRS dont je viens de parler. Et enfin, l'évolution du malade dans les premières heures. Est-ce que le CIRS va persister ou s'amender rapidement après les premières mesures thérapeutiques? Comment la fonction rénale va évoluer dans les toutes premières heures? En ce qui concerne l'imagerie, quelles sont les indications et le bon moment pour le scanner? Je l'ai dit à l'admission, on peut être amené à faire un scanner éventuellement sans injection lorsqu'il existe un doute diagnostique sur la nature de l'urgence abdominale. Plus tard, le scanner est utile pour confirmer la sévérité. Il doit être fait en cas de non-réponse aux traitements initiaux ou de détérioration de l'état clinique. Le scanner, il ne faut ni le faire trop tôt, ni trop en faire. Un scanner avec injection trop précoce pourrait aggraver la pancréatite aiguë. Il y a quelques arguments expérimentaux et cliniques le démontrant. Je ne reviens pas sur la néphrotoxicité potentielle de l'injection d'iode. Enfin, n'oubliez pas que la répétition des scanners, notamment chez des sujets jeunes, aboutit à une irradiation non négligeable. Donc il faut aussi couper le réflexe que je nommerais de médulaire pancréatite aiguë égale scanner. Non, un malade qui arrive avec sa 4e pancréatite aiguë alcoolique ou un jeune qui arrive avec sa 4e pancréatite aiguë héréditaire, s'il n'y a aucun critère de sévérité, évitez-lui
de faire un scanner. Cela ne sert strictement à rien. Alors quand doit-on faire un scanner et pourquoi? Le meilleur moment pour faire un scanner d'évaluation, eh bien, appuyé sur la littérature, la conférence de consensus a montré, a souhaité souligner que le scanner doit être fait entre le 3e et 4e jour. C'est le meilleur moment pour le faire. Rappelant aussi que les scores tomodensitométriques de sévérité ne sont pas plus efficaces que les scores cliniques pour prédire la sévérité. Et donc, le scanner doit être fait en cas de non-amélioration de l'état clinique ou lorsqu'un geste interventionnel est envisagé, par exemple parce que le malade présente des signes d'infection de nécrose. Et donc, contrairement à ce qu'avait prôné la conférence de consensus française de 2001, qui avait dit qu'il fallait répéter les scanners tous les 10 jours devant les pancréatites sévères, ceci n'a pas été acté par cette nouvelle conférence de consensus. Donc, vous faites un scanner à J3 ou J4 et après, vous vous adaptez à l'évolution du malade. Autre point, est-ce qu'il faut garder le malade dans son unité ou le transférer dans un centre spécialisé? Là, les recommandations sont claires. Tout malade ayant une pancréatite sévère doit être transféré dans un centre capable de réaliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des gestes interventionnels d'endoscopie, de radiologie ou de chirurgie. Et ceci est important puisque la mortalité des malades ayant une pancréatite sévère est diminuée de 26%, d'un quart, lorsque ceux-ci sont pris dans des centres à haut débit par rapport à des centres recrutant moins de malades. La prévention des complications infectieuses, là les choses sont assez claires. Est-ce qu'il faut donner des antibiotiques à visée préventive? La réponse est non, 3 fois non, et pourtant on le voit encore aujourd'hui. Il y a plusieurs méta-analyses, dont une récente regroupant 14 essais randomisés, ce qui est quand même pas mal, et qui répond clairement à cette question. Pourquoi ne pas donner d'antibiotiques de façon préventive alors que l'infection de nécrose est la première cause de mortalité? Parce qu'on va sélectionner des germes, en particulier des infections fongiques, et ceci est délétère pour le malade et pour l'écologie bactérienne de l'établissement. Il faut donc bien sûr savoir faire des prélèvements périphériques sur la nécrose pancréatique en utilisant la radiologie interventionnelle, si nécessaire, devant un malade suspect d'infection de nécrose. Les apports nutritionnels maintenant pour ces malades, là aussi, cette conférence de consensus a enfoncé les clous, profondément j'espère. Premier point, comment renourrir un malade après une pancréatite aiguë non grave, pancréatite bénigne? Eh bien très rapidement, dès que les douleurs diminuent et que les marqueurs inflammatoires s'améliorent. Il n'y a aucun argument dans la littérature démontrant qu'un repas léger, liquide, pauvre en lipides est plus adapté qu'un repas normal. Vous posez le plateau sur la table du malade et celui-ci juge ce qu'il peut prendre, ce qu'il supporte bien. C'est donc extrêmement simple. Attention cependant, quand vous avez une suspicion ou une certitude de pancréatite aiguë biliaire, ne renourrissez pas les malades par la bouche tant que le problème biliaire n'est pas résolu. Je vous rappelle que le risque d'accident biliaire est de 20% un mois après le premier épisode chez un malade pour lequel vous n'avez ni fait de cholécystectomie ni de sphinctérotomie. Et en ce qui concerne les pancréatites aiguës, cette récidive est de gravité imprévisible. Pour qui proposer une nutrition artificielle? Eh bien, malgré un article récent, tous les malades ayant une pancréatite aiguë sévère ou avec des critères prédictifs de sévérité doivent être placés sous nutrition artificielle. Est-ce que celle-ci doit être entérale ou parentérale? Là aussi, la littérature est extrêmement claire. La nutrition entérale est supérieure à la parentérale en termes de prévention de défaillance d'organes, en termes d'infection systémique, en termes de nécessité d'intervention chirurgicale. Et au jour d'aujourd'hui, la nutrition entérale est le seul traitement médical ayant prouvé son efficacité sur la mortalité. C'est donc pas cher, c'est même moins cher que le reste, c'est extrêmement prosaïque et ça agit sur la mortalité. Quand est-ce que celle-ci doit être mise en place? Eh bien, elle doit être mise en place le plus tôt possible, c'est-à-dire le samedi soir, le dimanche matin, quand vous recevez un malade avec une pancréatite aiguë. Il ne faut pas attendre plus de 48 heures. C'est dans les 48 premières heures que la nutrition entérale diminue les risques de translocation bactérienne. Ça n'est donc pas pour des raisons nutritionnelles, mais pour des raisons de prévention
de l'infection de la nécrose qu'il faut mettre cette nutrition entérale précocement. Quel type de nutrition? Eh bien, aucun apport nutritionnel spécifique n'a montré son efficacité. Vous donnez une nutrition polymérique classique, celle que vous avez dans vos placards. Il est inutile de donner une nutrition élémentaire ou semi-élémentaire. Il est inutile de donner une immunonutrition. Par quelle voie? Là aussi, ce sont des notions classiques, mais j'insiste à nouveau, la voie gastrique ou la voie jejunale, il n'y a aucune différence. Donc vous placez votre sonde d'alimentation gastrique, d'alimentation entérale dans l'estomac. Une infirmière peut vous le faire le samedi à 18 h. C'est facile, ça vous permet de gagner parfois 1 ou 2 jours. Vous n'avez pas besoin d'endoscopiste, mais ça vous en êtes un, mais vous n'avez pas besoin non plus d'anesthésiste, ce qui est un grand confort comme vous le savez. Et ça permet de gagner, encore une fois, quelques jours qui peuvent être extrêmement précieux en termes de prévention de l'infection de nécrose. Reste-t-il finalement une place pour la nutrition parentérale? Cette place est extrêmement réduite. Elle est réservée aux malades qui ont une intolérance ou une impossibilité de nutrition entérale. Par exemple, lorsqu'il y a un syndrome du compartiment abdominal, une hyperpression abdominale qui empêche tout abord digestif nutritionnel. Mais si vous mettez une nutrition parentérale en place, réévaluez-la tous les jours et dès que le transit redémarre, dès que le syndrome de compartiment abdominal régresse, posez un drip, une sonde d'alimentation gastrique et switchez vers la nutrition entérale. Le chapitre particulier des pancréatites aiguës biliaires qui en 2001 avait fait l'objet de débats acharnés. Là encore, cette conférence a confirmé les conclusions de 2001. Il n'y a aucune indication à effectuer une CPRE et une sphinctérotomie en urgence en cas de pancréatite aiguë biliaire bénigne ou en cas de pancréatite aiguë biliaire sévère sans angiocolite. Quand il y a une obstruction biliaire qui se traduit par une cholestase, un ictère qui s'aggrave et a fortiori quand il y a une angiocolite, oui, il y a une indication de sphinctérotomie en urgence. Ceci correspond à un nombre extrêmement faible de malades dans le cadre des pancréatites aiguës biliaires, puisque vous savez que dans la plupart des cas, ce sont de petits calculs qui sont responsables de pancréatite biliaire et qu'ils migrent spontanément la plupart du temps dans les 48 premières heures. J'ai ici traduit littéralement les conclusions de cette conférence de consensus pour éviter tout conflit d'intérêts. En dehors de l'urgence, quand est-ce que la cholécystectomie ou la sphinctérotomie doivent être effectuées pour une pancréatite biliaire? Quand il y a une pancréatite bénigne, la cholécystectomie doit être faite immédiatement, le plus vite possible, dans la même hospitalisation, au mieux avant de réalimenter les malades péros. L'agenda des chirurgiens ne peut pas être une bonne excuse. Vous ne pouvez pas dire à un malade « revenez dans 15 jours, dans 3 semaines pour faire la cholécystectomie quand on aura de la place au bloc opératoire ». Pendant ces 3 semaines, le malade est exposé à chaque repas à une récidive de pancréatite aiguë. Lorsqu'il y a une pancréatite aiguë sévère, avec des coulées de nécrose ou inflammatoires, notamment dans le pédicule hépatique, la cholécystectomie peut être infaisable pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avec un risque majoré de difficultés techniques pouvant aboutir à des plaies biliaires, à une surinfection de nécrose ou à une cholécystectomie partielle. Et de ce fait, dans ce cas-là, la cholécystectomie doit être reportée jusqu'à la disparition des coulées inflammatoires ou de l'organisation des coulées de nécrose. Qu'est-ce que l'on fait dans cet intervalle? Eh bien, il y a 2 options. La première, c'est de proposer à un malade une nutrition entérale exclusive pendant plusieurs semaines, permettant une régression des phénomènes inflammatoires. Ce n'est pas très confortable, mais c'est plus confortable que de récidiver une pancréatite aiguë. La deuxième, c'est de faire une CPRE à froid, pas en urgence, avec une sphinctérotomie systématique, même sur une voie biliaire fine et alithiasique, ce qui permettra aux malades de reprendre une alimentation orale sans risque de récidive d'accident de migration. Dernier chapitre, la nécrosectomie pancréatique. Quelles sont ses indications? Elles restent classiques. L'infection de la nécrose, quand celle-ci est suspectée cliniquement ou démontrée, de préférence lorsque la nécrose s'est organisée, et plus on attend, plus c'est facile de faire une nécrosectomie. C'est au plus facile après 3-4 semaines d'évolution. L'autre indication, c'est lorsque apparaissent une ou des défaillances d'organes plusieurs semaines après le début de la pancréatite aiguë sur une nécrose infectée, ce qui traduit généralement une surinfection tardive.
Le bon moyen pour faire cette nécrosectomie, il faut aller du moins invasif au plus invasif. Vous devez commencer par un drainage transcutané radioguidé avec des drains de plus en plus gros, éventuellement par endoscopie si votre équipe sait le faire et si vos anesthésistes acceptent de rester 3 heures pendant une endoscopie, ou par chirurgie si vous ne pouvez pas le faire. C'est donc une stratégie step-up dont l'efficacité, la supériorité a été démontrée précisément par l'équipe de Marc Bezeling dans un essai randomisé publié dans le New England il y a 2 ou 3 ans. Quand vous pouvez, privilégier les voies d'abord postérieures, rétropéritonéales, le plus souvent par la gauche, plutôt que les voies antérieures. La nécrosectomie doit faire l'objet de discussions multidisciplinaires avec des chirurgiens, des gastro-entérologues, des endoscopistes interventionnels et des radiologues interventionnels. Vous ne pouvez plus faire ça dans votre coin. En conclusion, il y a beaucoup de messages dans cette conférence que je vous invite à lire. Vous ne devez doser la lipasémie qu'une seule fois devant une pancréatite aiguë suspectée. Pour le diagnostic étiologique, c'est très simple, transaminase, triglycérides, calcémie, échographie. L'évaluation de la gravité repose maintenant sur le bon sens clinique, ça fait longtemps que ça existe, et sur la présence d'un CIRS. Le scanner, limitez les indications à ce qui est réellement nécessaire. Prenez en charge de façon spécifique et réfléchie les pancréatites aiguës biliaires. Pas d'antibiotiques à visée prophylactique, pas de CPRE en urgence, sauf en cas d'angiocolite. La nutrition entérale doit être privilégiée et doit être posée de façon extrêmement précoce. Nécrosectomie selon une stratégie progressive. Et n'oubliez pas que dans la pancréatite aiguë, et il faut l'expliquer aux malades, et ce n'est pas toujours facile, le temps est un allié. Je vous remercie.